président de la République de l'Inde arrive demain à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures. Il répond à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Cette visite vient renforcer les relations ivoiro-indiennes. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, vient d'effectuer une tournée dans les régions du Cavali et du Guémon, dans l'ouest du pays. Amadou Gon Coulibaly a échangé avec les populations. Il a invité le peuple ouai à renouer avec les alliances interethniques pour consolider la paix. Aujourd'hui, lundi 13 juin, c'est la journée de lutte contre les différentes discrimination contre les albinos. Elle a été instituée, cette journée a été instituée par les Nations Unies pour sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué la tuerie d'Orlando aux États-Unis en Floride qui a fait 49 morts, 53 blessés selon le bilan provisoire. L'heure est au recueillement. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Le président indien arrive demain à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures. Il répond à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Cette visite vient renforcer les relations ivoiro-indiennes. Les deux pays coopèrent dans plusieurs domaines d'activité. Nos reporters Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué nous donnent une idée de cette coopération. 30 novembre 1962, la Côte d'Ivoire établit ses premiers contacts diplomatiques avec l'Inde. C'est le début d'un modèle de coopération sud-sud, consolidé le 17 février 1993 par la signature d'un accord commercial et le 4 août 2006 par un mémorandum d'entente. Tous ces actes vont favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays. La Côte d'Ivoire exporte pour la plupart des produits agricoles et pétroliers vers l'Inde, tandis que les produits pharmaceutiques et les véhicules automobiles Made in India sont légion en Côte d'Ivoire. À fin 2013, les échanges globaux entre les deux pays pesaient plus de 286 milliards de francs CFA. Sur le plan économique, le marché ivoirien reste une destination de choix pour les milieux d'affaires indiens. 18 entreprises exercent actuellement sur le territoire ivoirien, principalement dans les secteurs des mines et de la noix de cajou. 2 d'entre elles absorbent 80% de la production de noix de cajou brute en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'aide au développement, bon nombre de projets sont actuellement financés par l'Inde, 30 milliards de francs CFA pour le Programme national de développement rizicole, 10 milliards pour le parc informatique et de la biotechnologie de Grand Bassam ou encore 47 milliards de francs pour le projet d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire-Mali. En plus de ce soutien financier, l'Inde apporte son assistance dans le domaine de la formation. À ce jour, plus de 500 Ivoiriens ont bénéficié de stages de renforcement de capacités en Inde, sans compter le millier d'étudiants qui fréquentent actuellement les universités de ce pays. Bilan positif pour cette coopération ivoiro-indienne qui dure depuis 54 ans. Et le meilleur reste à venir, avec la visite officielle qu'effectuera le président indien en Côte d'Ivoire et la volonté affichée par les deux parties de tenir la première grande commission mixte ivoiro-indienne dans un avenir proche. L'Inde, partenaire de la Côte d'Ivoire, expérimente une politique agricole basée sur la transformation. Cette politique porte ses fruits. Le pays est autosuffisant en riz. La Côte d'Ivoire, grâce à un appui financier donc de l'Inde, va bénéficier de cette expérience. Le but est de booster sa capacité de transformation et d'atteindre l'autosuffisance en riz. Mahama Traoré, Jean-Jacques Kwame. En 2015, 1 400 000 tonnes de riz paddy sont sorties des rizières ivoiriennes, insuffisant pour faire face à la consommation nationale estimée à près de 2 millions de tonnes par an. Si le potentiel naturel et humain existe, seule la transformation fait encore obstacle à l'autosuffisance en riz. D'où l'appui financier et technique apporté en 2010 par l'Inde à la Côte d'Ivoire pour le financement du Programme national de production de riz. D'une valeur de 30 milliards de francs CFA, ce programme mis en œuvre en 2015 vise à créer 30 unités de transformation de riz paddy. 4 localités sur les 30 choisies pour abriter ces usines sont en chantier avancé comme ici à Divo. Une fois opérationnelle, chaque usine va produire 25 000 tonnes de riz blanchi par an, soit une capacité additionnelle de transformation de 750 000 tonnes l'an. Le riz que nous allons produire sera autour de 350-400 francs le kilo, mais de bonne qualité. Voilà. En quelque sorte, ce sera une manière de lutter contre la cherté de la vie? Absolument, absolument.
lutter contre la cherté de la vie, rendre les gens autosuffisants et puis créer de la richesse. Créer de la richesse, créer des emplois. Ce genre d'usine, nous on a évalué à peu près entre 80 et 100 personnes. Ces 30 rizeries ne constituent que la première phase du programme national de production de riz. La deuxième phase, qui sera lancée en 2017, prévoit de construire 30 unités de conservation et de stockage de riz. Si tout se passe bien comme prévu, ce programme devrait conduire la Côte d'Ivoire à l'autosuffisance en riz, mieux lui conférer un statut de pays exportateur. Voilà, je rappelle, le président indien arrive demain à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures. Après la Côte d'Ivoire, le président indien se rendra au Ghana et en Namibie. Nous partons maintenant pour l'ouest du pays, d'où revient le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. En tournée dans cette région, il a visité les régions du Cavali et du Guémon. Amadou Gon Coulibaly a échangé avec les populations. Il a invité le peuple ouai à soutenir le projet de référendum et à renouer avec les alliances interethniques pour consolider la paix. Explication Mamadou Kwasi. Ils étaient tous là, cadres des différentes formations politiques, autorités religieuses et coutumières, jeunes, femmes, bref. Le peuple ouai, dans toute sa composante, a fait le déplacement de la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Ces populations venues des régions du Cavalier du Guémon pour sceller l'union et la fraternité entre les fils et filles de ces deux régions, mais aussi pour célébrer la nouvelle dynamique de développement. Les 70 bâches installées pour la circonstance ont été insuffisantes pour accueillir les populations, car les fils et filles du Cavalier du Guémon veulent désormais parler d'une seule voix pour sortir leur région de la pauvreté. Depuis quelques semaines, monsieur le ministre d'État, de nuit comme de jour, tous ces cadres que vous voyez, élus, ministres, cadres de la région se préparent jour et nuit. Nous avons appris à surmonter nos difficultés, malgré nos divergences politiques, malgré nos divergences de vision. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je suis heureuse parce que mes frères ont montré que nous sommes un. Témoin de cette dynamique de fraternité d'union naissante, le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Pour lui, la présence d'un Sénoufo avec une forte délégation en territoire ouai est signe de réveil de l'alliance interethnique pour le renforcement de la cohésion sociale. Le parrain de cette rencontre a saisi l'occasion de cette visite de travail et de fraternité pour inviter les cadres à l'union, avant de rassurer la population de la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, de tenir toutes ses promesses pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Bientôt, c'est le 16 prochain. Le président de la République tiendra un conseil de présidence sur le secteur routier. Et je suis sûr, sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, parce que je n'ai pas autorité pour le faire, vous ne serez pas oubliés. Le président m'a dit de vous dire, vous ne serez pas oubliés à l'occasion de ce programme présidentiel qui vient sur la période 2016-2020. Il a demandé que chaque membre du gouvernement attire l'attention, son attention, celle du Premier ministre et des ministres sectoriels, sur l'état d'avancement de tous les projets qui ont démarré et qu'il a promis, de manière à lui permettre et de permettre au Premier ministre de faire accélérer ce qui retarde. Parce que ce n'est pas toujours qu'à Abidjan, on est informé du fait qu'il y a des lenteurs. Alors, je remets la balle dans le camp des ministres qui sont de la région. Il vous appartient également de regarder tout ce qui est en retard pour pouvoir le signaler à Abidjan, de manière à ce que les accélérations nécessaires soient faites. De la prochaine constitution, il en a également été question lors de l'intervention du ministre d'État, Amadou Gon Coulibaly. Il est donc extrêmement important que nous ayons une loi fondamentale qui permettra de garantir la cohésion sociale, qui permettra de rassembler les Ivoiriens, qui permettra de garantir la paix, qui permettra de garantir la stabilité à long terme, qui permettra d'encourager tous les investisseurs nationaux et internationaux à investir pour permettre de créer des emplois pour les jeunes de ce pays. Un socle sur lequel nous pourrons baser la Côte d'Ivoire de demain et pour des générations et des générations, comme la première constitution de Houphouët-Boigny qui a duré et qui a fait de la Côte d'Ivoire un pays stable sur une très longue période. C'est l'ambition du président de la République. Et avec vous, peuple du Guémon, je pense que nous pouvons relever ce défi. Les chefs coutumiers, les cadres et l'ensemble des populations sont engagés à promouvoir les alliances interethniques pour renforcer la cohésion sociale dans ces deux régions, longtemps meurtries par les divergences politiques.
Ici à Abidjan, ce matin à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté 6 projets de loi. Il s'agit notamment de la loi portant sur la répression des fraudes et des fabrications en matière de vente des biens ou services et celle portant organisation de la défense et des forces armées de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Hamza Diaby. Ils étaient 200 députés sur 250 ce lundi matin au Parlement. L'exercice a eux soumis ce jour, examiné 6 projets de loi et délibéré, notamment le projet portant ratification de l'ordonnance relative à la forme des statuts de la société en non collectif, de la société en commandite simple, de la société à responsabilité limitée et au capital social de la SARL, et le projet de loi relatif à la transhumance et au déplacement du bétail. Tous ont été adoptés à l'unanimité des parlementaires présents. Les différentes commissions qui avaient en charge ces questions les ont bien étudiées. Dans les rapports qui ont été exposés, vous avez vu que beaucoup de contributions faites par l'Assemblée nationale ont été acceptées par les émissaires du gouvernement, donc qui ont intégré les améliorations que l'Assemblée nationale a proposées. La loi sur la consommation, vous savez que l'un des rôles du député, c'est de défendre la population qui l'a mandaté. Il était donc question que nous puissions analyser cela en tenant compte des priorités de la santé et de la vie de nos populations. Moi particulièrement, j'ai été très satisfait de constater que le gouvernement se préoccupe de la santé de nos populations. L'adoption du projet de loi sur la répression des fraudes et des falsifications en matière de vente des biens ou services a également été appréciée par les députés car il prend aussi en compte les préoccupations des populations. Le deuxième point à l'ordre du jour lors de cette plénière était l'examen du projet d'ordre du jour réaménagé des travaux parlementaires de la première session de l'année 2016. Il a aussi été adopté à l'unanimité. Aujourd'hui, lundi 13 juin, l'attention est portée sur les albinos à travers le monde. C'est leur journée. Elle a été instituée par les Nations Unies pour sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur la sensibilisation pour empêcher la stigmatisation, la discrimination dont sont victimes les albinos. L'ONG Bédassi, Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, plaide pour l'intégration des personnes atteintes d'albinisme, Grâce Kando du service société. Autrefois, objet de stigmatisation et de discrimination, les albinos sont de plus en plus intégrés dans la société. Broula Diakité, par exemple, est albinos et sa maîtrise de la sculpture a franchi les frontières. Depuis 1992, j'ai fait la sculpture. J'ai participé dans tous les grands festivals comme le Salon international de l'artisanat 96. Au 50e du Ghana, j'étais invité. J'ai participé au festival de musique du Ségou au Mali, j'ai exposé là-bas. Je suis fier d'être albinos. L'albinisme est caractérisé par la déficience en mélanine. En cette journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, l'ONG Bédassi, Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, plaide pour une intégration plus accrue. Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, nous voulons faire partie du bateau de cette émergence. En nous associant aux prises de décision, même en moment des personnes vivant avec l'albinisme, soit dans les postes de ministère, comme l'a fait le cas en Tanzanie. Promouvoir les droits des personnes albinos en Côte d'Ivoire, le gouvernement s'y attelle avec des actions concrètes. Cette catégorie, conformément aux instruments internationaux, est considérée comme un groupe vulnérable. À ce titre, les personnes vivant avec l'albinisme bénéficient des mesures d'accompagnement, de prise en charge pour soigner les problèmes de peau et de vue que ces personnes rencontrent. Plaidoyer en faveur de l'albinisme pour une émergence inclusive à l'horizon 2020, c'est le thème retenu pour cette deuxième édition. Des albinos intégrés dans la société et qui participent au développement de la nation, c'est tout le sens de cette journée célébrée à travers le monde. Au chapitre économie, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique engage une bataille pour le recouvrement des créances contentieuses nécessaires au budget de l'État. Elle vient donc d'organiser une rencontre pour élaborer de nouvelles stratégies en vue d'optimiser ces recouvrements, nous expliquent Lansene Bakayoko et Adama Kone. En raison des besoins de trésorerie pour financer les investissements de l'État, le recouvrement des créances litigieuses devient de plus en plus incontournable.
Pourtant, ce recouvrement reste particulièrement difficile pour diverses raisons. Il s'agit tout d'abord de prêts très anciens, octroyés par des banques dissoutes. Ensuite, en ce qui concerne les débiteurs décédés, les ayants droit ignorent l'existence de ces dettes et donc les contestent. Enfin, certaines garanties mentionnées dans les dossiers de prêts sont inexistantes sur le terrain ou, lorsqu'elles existent, leur délai de validité a expiré. S'agissant des fonds sociaux, certains avals contestent le fait d'avoir donné leur caution aux bénéficiaires défaillants et refusent, par conséquent, d'honorer leurs engagements. Du coup, l'agence comptable des créances contentieuses est fréquemment convoquée par les débiteurs, tantôt à la police économique, tantôt à la police criminelle ou à la gendarmerie. Face à toutes ces difficultés, nous avons décidé de dresser un bilan diagnostique du recouvrement des créances contentieuses et surtout de mener avec l'appui de nos partenaires des réflexions sur l'élaboration de nouvelles stratégies d'optimisation des ressources liées aux dites créances. Au regard de son rôle important dans la mobilisation des ressources publiques, il importe aujourd'hui pour le Trésor de disposer d'un portefeuille fiable de créances dont le recouvrement devra s'appuyer sur des textes réglementaires adéquats. Le présent séminaire atelier devra être donc un cadre approprié pour créer les conditions d'une synergie d'actions visant à améliorer le recouvrement des créances contentieuses. Plusieurs institutions prennent part à ces assises, dont l'armée, la justice et l'administration publique. Une délégation de l'autorité de régulation des marchés publics du Togo vient de séjourner en Côte d'Ivoire. C'est une visite de travail pour s'inspirer du modèle ivoirien en matière de contrôle et de régulation des marchés publics. L'autorité de régulation des marchés publics du Togo et celle de la Côte d'Ivoire veulent renforcer leur coopération. On en sait plus avec Alvorassa. C'est une délégation togolaise forte de 8 membres qui est venue s'inspirer du modèle ivoirien en matière de régulation des marchés publics. Dans les locaux de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP de Côte d'Ivoire, l'institution sœur du Togo a pu se rendre compte de l'organisation et des activités réalisées par ses pairs. La RMP du Togo s'est également rendue à la direction des marchés publics pour s'enquérir des mesures de passation et des innovations apportées au système. Dernière étape de cette visite, une séance de travail avec le conseil de la NRNP pour poser les jalons d'une coopération devant aboutir à un partage d'expériences. Nous avons, à partir des attributions de l'autorité de régulation des marchés, tiré profit des bonnes choses qui se font au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics. Donc, arrivé à Lomé, nous allons nous aussi mettre en pratique les bonnes choses qui se font ici. Pour Koulibaly Nokarna, président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, cette visite de travail est bénéfique pour les deux institutions créées dans le but de réformer le système de la commande publique dans l'espace UEMOA. Nous sommes surtout contents pour notre région en termes de communauté. Quoi de plus normal qu'après des années de pratique, on se retrouve ensemble pour échanger les expériences. Que chacun tire ce qu'il y a de mieux chez l'autre et qu'on avance. Après celle du Togo, la RMP du Niger et celle du Mali seront les hôtes de la NRNP de Côte d'Ivoire les jours à venir. 50 journalistes issus de 20 pays d'Afrique sont en formation à Abidjan dans les locaux de la Banque mondiale. Ces hommes de la presse s'instruisent sur la question du développement en Afrique, plus précisément les politiques de développement de l'agriculture. Outillés, ils pourront traiter toutes les informations relatives au secteur agricole sur le continent africain. Francis Boifo. C'est un constat qui interpelle les médias en Afrique. Moins de 10% du contenu des médias en Afrique porte sur des questions de développement. Dans les pays développés, ce chiffre tourne autour de 80%. African Media Initiative et le groupe de la Banque mondiale veulent changer les données en amenant les journalistes à s'intéresser davantage aux problèmes de développement, en particulier ceux du secteur agricole. Dans la majorité des pays africains, l'agriculture représente 60% des revenus. C'est tout le sens de cette formation qui regroupe une cinquantaine de journalistes venus de 20 pays d'Afrique. Il n'y a pas ce débat sur la politique agricole, le financement de l'agriculture, le rôle que joue l'agriculture dans nos économies.
il faut aider les médias à mieux comprendre cette question. On ne dit pas d'être toujours d'accord avec le gouvernement ou d'être d'accord avec tout ce qui se passe. Mais nous voulons qu'il y ait des critiques constructives qui permettraient effectivement d'élargir le débat et de permettre à ce que les paysans qui représentent donc une frange très importante donc au niveau de la Côte d'Ivoire puissent être mieux informés. Pour mieux informer les populations africaines sur les questions de développement, la Banque mondiale et African Media Initiative vont organiser d'autres formations sur les secteurs de l'énergie, l'éducation et la santé. Des transporteurs, des commerçants et des autorités administratives viennent, eux, de tenir une réunion à Grand-Bassam. Ils sont allés réfléchir sur le secteur des vivriers. Leur intention est de trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans le domaine du vivrier, entre autres problèmes, l'écoulement de la production, distribution, tracasseries routières. On retrouve Francis Boifo. D'environ 12 millions de tonnes en 2011, les productions vivrières sont passées à environ 16 millions de tonnes en 2014, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Derrière cette hausse de la production nationale, d'énormes problèmes liés au système de transport, de distribution, de commercialisation et au cahier de charges de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, l'OCPV. Un atelier de 3 jours à Grand-Bassam a permis aux acteurs du secteur de repenser le système de mise en marché des produits vivriers et le fonctionnement de l'OCPV. Quelques résolutions. À l'endroit de l'État, accélérer la construction des 10 marchés de gros prévus dans le PND, réactiver le projet Complan Chine d'acquisition de véhicules de transport dédiés aux produits vivriers, promouvoir la vente des produits vivriers au poids. 32 ans après sa création, les acteurs du secteur du vivrier pensent qu'il faut restructurer l'OCPV pour adapter son statut aux nouveaux défis. Ces recommandations devraient permettre l'amélioration des mécanismes de commercialisation des produits vivriers. Il y a des recommandations importantes qui ont été faites. Il faut les prendre en compte et ça va nous permettre d'avoir une orientation pour proposer une restructuration beaucoup plus précise pour l'Office de la commercialisation et de promotion des produits vivriers. Les productions vivrières contribuent à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. En 2010, elles représentaient 14,7% de la valeur du PIB. Le ministère des Ressources halieutiques équipe le bureau d'inspection des pêches du port autonome d'Abidjan. Cet équipement va permettre de renforcer le contrôle et la surveillance des activités des pêches. C'est une action menée dans le cadre de l'accord de pêche entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, nous dit Hervé Blé. Des équipements pour un contrôle plus poussé de l'administration des pêches sur les ressources halieutiques. Matériel roulant et autres équipements ont été remis par Kobena Kwasi Djoumani, le ministre des Ressources animales et halieutiques, au bureau d'inspection des pêches du port de pêche d'Abidjan. Ils viennent renforcer les capacités des services de contrôle pour une gestion plus durable et profitable des ressources. L'inspection, c'est de lutter contre la pêche INN. Avec les moyens que nous venons d'acquérir, vraiment, cette inspection, il va y avoir une amélioration au niveau de nos conditions de travail. Un autre point de satisfaction pour les services d'inspection, l'installation en cours d'un système de surveillance des navires de pêche par satellite. À partir donc des locaux que nous venons de visiter, nous pouvons voir tous les bateaux qui sont dans nos eaux. Nous avons la possibilité de distinguer les bateaux qui disposent de licences de pêche de ceux qui n'en disposent pas. Le renforcement des capacités de contrôle de l'administration sur ces ressources halieutiques intervient dans le cadre du nouvel accord de partenariat de pêche durable Union européenne-Côte d'Ivoire qui a pris effet en juillet 2013 et court jusqu'en 2018. Dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, le procès devant les assises d'Abidjan de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Ce procès a été suspendu, poursuivi pour crime contre l'humanité. Son procès, je l'ai dit, a été suspendu aujourd'hui pour 1 semaine à la demande de ses avocats. Ces derniers veulent étudier de nouvelles pièces versées au dossier. L'audience reprendra donc le lundi 20 juin prochain, le temps que la défense s'imprègne des piles de documents qu'elle a reçus entre mercredi et jeudi.
Hors de la Côte d'Ivoire, les armes crépitent aux frontières de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Les deux pays ennemis s'affrontent depuis ce dimanche. Le bilan est lourd, de nombreux morts et les deux camps se rejettent la responsabilité. Aux États-Unis d'Amérique, l'heure est à la colère et à la consternation après la fusillade de dimanche qui a fait 50 morts et 53 blessés. Et les personnes aujourd'hui, les Américains, sont en recueillement. Ils sont donc dans le recueillement. De nombreux Américains ont fait don de leur sang. L'État islamique revendique la tuerie d'Orlando. Dans sa radio de propagande, le groupe terroriste revendique le meurtre de masse perpétré par un des soldats du califat, Omar Mateen. Armé d'un pistolet et d'un fusil d'assaut, cet Américain d'origine afghane, âgé de 29 ans, aurait prêté allégeance au chef de l'État islamique Abu Bakr al-Baghdadi avant de passer à l'acte. Pour lui, il s'agit d'une victoire sur le peuple de Lot, terme utilisé dans le Coran en référence aux homosexuels. 49 morts et 53 blessés, c'est le dernier bilan provisoire du carnage. Le cœur brisé certes, mais la main sur le cœur, la communauté américaine se serre les coudes face à la crise. Un appel de don de sang a été relayé sur les réseaux sociaux appelant les Américains à faire le geste permettant aux hôpitaux de la ville de sauver des vies. Mais seuls concernés par cet appel, les hétérosexuels. L'administration américaine des denrées alimentaires et du médicament interdit toujours les dons de sang pour les hommes ayant eu des rapports homosexuels au cours de l'année écoulée. Les donateurs concernés ont submergé le centre de dons One Blood d'Orlando. Les habitants ont même été priés de revenir les prochains jours pour continuer cet élan de solidarité face à la crise. L'enquête pour l'acte terroriste ouverte par le FBI, elle, se poursuit. En France, la loi travail est débattue au Sénat et les débats vont durer 2 semaines avant un vote final prévu le 28 juin prochain. La loi travail en projet sur la table des sénateurs français depuis ce lundi 13 juin. Après l'Assemblée nationale, c'est à cette institution d'examiner à son tour un des projets de loi les plus controversés sous la gouvernance François Hollande. Majoritairement de droite, l'institution entend donner un coup de barre libéral à ce projet, en commençant par faire sauter le verrou des 35 heures. Après la date butoir du 24 juillet, le texte devrait faire ensuite l'objet d'une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat, afin de trouver un accord. En cas d'échec, c'est à l'Assemblée nationale que revient le dernier mot. Ce qui pourrait amener le Premier ministre à utiliser à nouveau le 49.3, un article de la Constitution française. Les opposants à cette loi, quant à eux, n'ont pas dit leur dernier mot. Ils prévoient tous converger vers Paris ce 14 juin pour une journée de mobilisation nationale et ce, en plein Euro 2016. Dans l'actualité sportive, l'Euro 2016, ce lundi 13 juin, 3 matchs étaient au programme. Le double tenant du titre, l'Espagne a fait son entrée en lice dans le groupe D. L'Espagne a pris le meilleur sur la République tchèque, 1-0. L'Irlande et la Suède ont fait match nul, 1 but partout. L'Italie opposée à la Belgique menait à la marque sur le score de 1-0 à 20 minutes donc de la fin de la rencontre. Le match se joue en ce moment. En Côte d'Ivoire, le référendum constitutionnel, le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit ses consultations. Le chef de l'État a échangé aujourd'hui avec les partis membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP est venu écouter le président Ouattara et apporter ses contributions pour la mise en œuvre de la nouvelle constitution. Fin de ce 20h, mais je rappelle que le président de la République de l'Inde arrive demain à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures. Il répond à l'invitation de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Et cette visite vient renforcer les relations ivoiro-indiennes. Merci à vous tous de votre aimable attention. Demain, vous avez rendez-vous avec Ali Diarasouba.